L'ethnopsychologie, c'est arrivé à une période de décolonisation déjà des territoires et aussi décolonisation des savoirs. C'est-à-dire l'idée de se dire qu'en fait, il y a d'autres modes de prise en charge de la folie ou d'un trouble. Par exemple, dans un pays, on va parler de schizophrénie. En France, en Occident, on va parler de schizophrénie. Et en Afrique, dans les pays maghrébins, même subsahariens, on va parler de djinn ou de sorcellerie. Moi, j'ai aussi le malheur, comme beaucoup de familles de chez nous, d'avoir un frère schizophrène qui vit à la rue depuis 15 ans, à Paris. C'est aussi le lot de beaucoup d'enfants d'immigrés, c'est qu'il y a eu des trajectoires très malheureuses. On a quitté notre pays, on est venu dans un pays. On nous a expliqué que si on faisait confiance, si on mettait nos enfants à l'école, ça se passerait bien pour eux. Donc du coup, on laisse faire. Elle s'est effondrée parce que son père, il a commencé à pleurer. Quand il a entendu ses filles parler de ce qu'elles ressentaient, de à quel point ça leur faisait mal d'avoir un papa qui ne parle pas beaucoup, qui est en retrait, etc. Et il a commencé à pleurer parce qu'il ne se rendait pas compte, en fait, de la posture qu'il avait et du mal qu'il faisait à ses enfants. Dans certaines cultures où, généralement, les parents sont extrêmement taiseux, c'est-à-dire ils ne parlent pas, ou ils ne parlent pas, j'allais dire pour rien. Il y a certaines choses qu'ils n'expliquent pas. Parce que la vie, ils ont été élevés comme ça déjà, d'une part. C'est toute la famille qui a décidé que ce soit lui, parce qu'il est jeune, parce qu'il est, on va dire, fort peut-être. Enfin, voilà, et donc cette histoire, elle est hyper intéressante et tout d'un coup, ça permet vraiment d'humaniser nos papas qui sont parfois, malheureusement, c'est vrai, hein, pas dans les émotions, dans l'affectif, dans l'émotionnel. Je crois que la plupart des gens qui ont un problème de santé mentale, il y a souvent une question d'errance médicale qui est présente. On a tous des traumas, on a tous vécu des choses plus ou moins difficiles. Et j'ai vécu des attouchements, donc ça a été quelque chose pour moi où jusqu'à l'âge de quasiment 16 ans, en fait, je faisais des énurésies, donc c'est ce qu'on appelle le pipi au lit. En tout cas, l'expérience du terrain me fait me dire quand même, il y a une forme. Elle est taboue quand même dans notre culture, la santé mentale. Avoir un accompagnement psychologique, ça devrait être d'utilité publique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de votre émission Santé mentale et culture, briser le tabou. Dans l'épisode 1, on écho à notre documentaire Santé mentale, des vies en jeu, un système absent. On avait commencé à ouvrir la discussion sur ce tabou culturel avec Wahiba Baou, psychologue, Kadiatou Tapili, avocate, et Mohamedou, professeur des écoles. On avait parlé de l'impact du silence, des obstacles culturels et sociaux et de comment commencer à trouver de l'aide. Aujourd'hui, on va plus loin, on resserre le regard sur une réalité encore plus intime, celle des jeunes issus de l'immigration pour qui parler de santé mentale reste presque transgressif. D'où vient ce silence? Qu'est-ce qui s'est joué au moment où nos parents sont arrivés en France dans cette lutte pour s'installer, pour survivre, pour construire une vie qui a fait que la souffrance psychique n'avait tout simplement pas sa place? Et surtout, nous, la génération d'après, qu'est-ce qu'on a hérité de ce silence et comment on est en train de le briser? Pour en parler, je suis entouré de 3 invités qui connaissent le sujet de l'intérieur. Nyouma Kamara, psychologue et ethnopsychologue qui fait le lien entre les racines culturelles de ses patients et leurs souffrances psychiques. Bonjour Nyouma. Bonjour. Mohamedou, professeur des écoles qui était déjà avec nous lors du premier épisode et qui nous a fait le plaisir d'être là encore une fois. Lui qui voit au quotidien comment ce tabou se transmet dès l'enfance. Bonjour Mohamedou. Bonjour. Et Abdelali El Badawi, président et fondateur de l'association Banlieue Santé, cofondateur de Banlieue Climat, engagé sur le terrain pour que le soin arrive enfin jusqu'au quartier populaire. Bonjour Abdelali. Bonjour Boubacar. Ensemble, on va parler de nous, de nos parents et de ce qu'on peut changer aujourd'hui pour libérer la parole. Et comme j'en ai l'habitude, la première question que je veux vous poser pour montrer vraiment qu'on est dans un esprit où on libère la parole, où tout le monde se parle et se confie, c'est déjà vous demander comment vous, ça va au niveau de la santé mentale en ce moment, comment ça va? Le premier qui veut, il se lance. Vas-y Mohamedou, t'as l'habitude d'ici. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est pas la première fois. Bon, déjà, merci de m'accueillir à nouveau. Je crois que la première fois que j'étais venu, j'avais dit quelque chose du style je me sens bien. Là, aujourd'hui, je me sens un peu fatigué, pour être totalement honnête. Alors, il y a plein de raisons à ça, mais ouais, je suis moins haut que la fois dernière. Voilà. Mais ça va. Ça va. Ouais. Pourtant, c'est les vacances. Pourtant, c'est les vacances, mais après les pourrait vacances, qu'est-ce croire. que c'est les vacances? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas au travail qu'on est vraiment en vacances? Lorsqu'on a d'autres obligations, parfois, ça s'apparente pas vraiment à des vacances parce que justement, on fait autre chose. Voilà, mais c'est pas un temps où effectivement on est au travail et on sait qu'à la fin du mois, on aura une rémunération. Donc, c'est des vacances professionnelles sans être de véritables vacances pour l'instant pour moi. Les vacances existent-elles réellement? Concept philosophique, ouais. Mais ça va. Moi, ça va aussi.
Moi, ça va aujourd'hui. Est-ce que la psychologue, elle va bien? Aujourd'hui, je vais bien. C'est les vacances, comme vous l'avez dit. Il fait beau. Donc aujourd'hui, ça va plutôt bien pour moi. Ça va. Abdelali? Bon, je dirais plutôt que ça va, mais on a aussi des jours où ça va pas. Je pense que c'est important de dire à ceux qui nous écoutent que vous avez le droit de pas aller bien. Et je pense que c'est important de dire aussi que quand on va pas bien, il faut aussi savoir s'écouter et aller voir les professionnels de santé compétents. Parce que on est dans un monde où aujourd'hui, très peu de gens parlent du fait que ça va bien ou ça va mal. On est plutôt dans un truc où dire que ça va pas bien, ça va nous mettre en difficulté vis-à-vis de la société de manière générale. Alors que je crois que c'est important de dire qu'on va pas aussi bien et qu'on a le droit d'aller voir des thérapeutes. Et moi, je me suis vu voir une thérapeute il y a que 2 ans, alors que je pense que j'aurais dû faire ça de bien avant. Et aussi parce qu'en fait, j'étais dans ce discours que tout allait bien tous les jours, parce que on supporte beaucoup de choses. Et on en parlera tout à l'heure, mais je pense que la question aussi de le fait d'être le dernier de la famille, l'avant-dernier, celui qui a probablement, entre guillemets, réussi professionnellement, qui a une charge plus que les autres ou différente des autres, et qui est aussi un vrai sujet dont on doit parler aussi, parce que tous les jours, je vois des amis, des confrères, des consoeurs qui sont le soutien de toute la famille et pas juste les frères et sœurs. C'est parfois un autre cercle. Et je crois que tout à l'heure, la psychologue qui est ici présente, ma consoeur, pourra en parler mieux que moi, mais je crois que c'est important aujourd'hui, nous, génération de nous, d'où l'on vient, nos parcours de vie, de parler et de s'entourer et de consulter. C'est hyper important. Tu parlais de parcours de vie, mais tant que tu as la parole, on va te la laisser. On le rappelle d'ailleurs, tu es infirmier, tu disais, ma consoeur, c'est vrai qu'on le rappelle, tu es infirmier, je ne l'ai pas dit en intro. Toi, ton enfance, elle a été marquée très tôt par un accident domestique qui t'a brûlé à plus de 70% du corps. Tu as toi-même raconté avoir vu le désarroi de tes parents qui ne maîtrisaient pas les codes et ne comprenaient pas ce qui allait arriver. Comment un enfant, il encaisse ça mentalement? Tu le disais, tu as consulté une thérapeute réellement qu'il y a 2 ans. Ouais. Et tu disais que tu en avais besoin plus tôt. Est-ce qu'avec du recul aujourd'hui, tu te dis que tu en avais besoin dès ce moment-là? Je ne sais pas si j'en avais besoin dès ce moment-là, mais je pense que moi, je pense que le fait d'avoir un accompagnement psychologique, ça devrait être d'utilité publique. Ça devrait être pas quotidien, mais en tout cas, un peu comme le dentiste, tu sais, jusqu'à 15 ans, je crois que on te donne un forfait gratuit pour tes soins. Je crois qu'il faut un forfait tout au long de sa vie et tout au long de la manière dont on accompagne sa vie, parce que ça a un impact forcément systémique sur soi-même, mais aussi sur la société. On a de plus en plus de gens qui vont très mal dans leur santé mentale. Moi, je pense que plutôt mon accident a été une forme de bénédiction, de résilience et de capacité à comprendre le monde différemment, mais aussi parce que après, ce qui fait aussi je dirais en tout cas un équilibre mental, c'est aussi le socle familial, comment il est composé, la manière dont il transmet et la manière dont tu reçois les choses, parce que quand on est plusieurs enfants, on perçoit l'éducation et aussi la perception de ce que nos parents nous transmettent différemment des autres, parce que chaque individu vit la manière dont il grandit différemment. Mon plus grand frère a vécu pas la même chose que moi, parce que lui, il est né au bled, moi je suis né ici. Donc tout ça fait que je crois que mon accident a été, pour moi en tout cas à titre personnel, une bénédiction, une manière de voir le monde différemment, de relativiser, de prendre plus de recul, et puis aussi peut-être vivre les épreuves différemment de ceux qui n'ont pas forcément vécu un accident de vie personnel. Donc voilà. Inouma, est-ce que ce genre d'incident qui nous arrive quand on est petit, c'est quelque chose aussi qui permet de libérer la parole autour de la santé mentale ou pas? Exactement. Comme il l'a parfaitement dit, déjà, il faut le nommer. C'est un événement traumatique qui est survenu dès l'enfance. Donc effectivement, ça permet aussi de quelque part développer une forme de résilience. Et surtout quand c'est pris, comme le dit si bien Abdelali, aujourd'hui il le voit comme une force, ça veut dire qu'il a su sublimer ce trauma, il a su en faire quelque chose, il a su en tirer quelque chose de positif.
Et c'est ce trauma, finalement, peut-être aussi qui lui permet aussi d'avoir une certaine sensibilité aussi au niveau de la santé mentale, et de faire même ce qu'il fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de patients, effectivement, qui ont vécu des traumas et au final réussissent à en faire quelque chose. Et ça, moi, je trouve ça formidable parce que ça veut dire qu'on a surmonté le trauma, qu'on a intégré le trauma et donc qu'on est passé à autre chose. Mohamedou. Je n'ai pas grand-chose à dire, là. J'avoue que j'écoute en fait avec grand intérêt. Ouais. Ce qui est dit. Yuma, toi, on le sait, tu es psychologue aujourd'hui. Est-ce que ton propre vécu personnel a un lien avec ce que tu observes chez tes patients? Bien sûr. Aujourd'hui, que je suis en cabinet libéral, forcément, j'ai un public, on va dire, comme on choisit son psychologue. Donc, j'ai un public, on va dire, qui me ressemble plus que quand j'étais en institution. Et donc, forcément, mon vécu, mon histoire, il me sert au quotidien. Moi, je suis une jeune femme issue des minorités, qui est née et qui a grandi dans le 93, dans une famille extrêmement nombreuse. Donc, forcément, ce vécu, il laisse des traces. Et comme je le dis, moi, l'idée, c'est vraiment d'en tirer du positif et pas être dans la plainte. On pourrait passer des heures à se plaindre, on a vécu comme ci, comme ça. Mais moi, je préfère en tirer du positif et en faire une force. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait ma force, je pense, en tant que psychologue. Parce que quand j'accompagne mes patients, ils se sentent compris, ils se sentent entendus, ils se sentent vraiment... comme on dit, on lave son linge sale en famille. Et ben, ils ont vraiment l'impression d'être en famille avec moi parce que je les comprends, je comprends leurs difficultés, je comprends leurs défis, je comprends ce qu'ils ont traversé, je comprends un peu tout ça. Donc aujourd'hui, effectivement, mon vécu, mon histoire, c'est devenu une force et ça me permet d'accompagner les gens de la meilleure manière que je puisse le faire en tout cas. Et dans chaque domaine, de professeur, psychologue, toi sur ton travail de terrain, est-ce que vous avez l'impression que ressembler aux gens à qui vous parlez, ça facilite la libération de la parole? C'est un double tranchant, moi, je crois. Oui, ça peut faciliter, mais ça facilite dès l'instant où les gens ont un socle, quand même, un tronc commun de base qui leur permettent de comprendre et d'être à l'écoute de ce que tu vas dire, de la manière dont tu vas le dire. Parce que parfois, c'est pas le cas. Et du coup, il va falloir faire tout un apprentissage, une digestion pour eux de la manière dont tu vas retranscrire les éléments de langage sur la question de la santé mentale et autres. Et après, je crois que parfois, c'est pas simple aussi de se faire entendre, ou en tout cas de faire passer des messages, parce que les gens ont aussi leur lot de problématiques, ce que j'appelle leur millefeuille de problématiques. Et ce millefeuille, en fait, toi, tu peux pas arriver du jour au lendemain comme ça à le déconstruire. Et je crois que c'est vraiment le travail des thérapeutes, des psychologues et des psychiatres et autres, d'accompagner tout au long pour que les gens puissent vraiment déconstruire certaines choses et leur permettre finalement, en tout cas, d'aller mieux et de comprendre les choses. Et puis après, je pense, dernier point pour ma part, c'est que on est dans une société où tout va trop vite, tout va très vite. Et du coup, on n'a même plus le temps d'apprécier les choses et de prendre le temps de se poser, de prendre des temps pour soi, des temps juste nature. Tu vois, moi, je dis aux gens, une des bonnes thérapies, c'est d'aller dans la forêt, d'aller vraiment ressentir la nature, tu vois. Ce truc de... voilà, aujourd'hui, on n'a même plus le temps d'aller se dire, attends, je vais aller me poser, pique-niquer, juste, tu vois, pique-niquer, prendre un petit truc, une demi-heure, 1 heure, 3/4 d'heure, 2 heures, et c'est vrai qu'on est quand même dans un pays où il y a beaucoup de capacités de forêt. Là, malheureusement, en ce moment, sur la forêt de Fontainebleau, ce n'est pas le cas, mais on a, je pense, pas mal d'endroits où on peut s'exprimer et prendre ce temps pour soi et accepter. Moi, je crois qu'il y a un truc que moi, j'essaye de faire, c'est d'accepter de faire des choses seul. Tu vois, on veut toujours faire des trucs en groupe, en famille, avec les enfants, avec sa femme, son mari. Mais prends le temps de faire un petit truc de temps en temps seul pour toi. Et ça te permet aussi de te retrouver avec toi-même, tu vois. Exact. Vous partagez ce qu'il a dit? Oui, tout à fait. Ouais. Après, moi, sur le terrain, c'est vrai que par rapport à cette histoire de projection, à quel point est-ce que ça peut être pertinent parfois de partager certaines références avec le public qui est en face de nous. C'est à double tranchant, je trouve aussi, parce que, pour donner un exemple concret, moi, ça m'est arrivé d'être face à des parents qui, le matin, en voyant arriver, parce que je suis remplaçant, par exemple, voilà, ils voient que j'arrive, me disent « Oh, je suis trop content aujourd'hui » ou « Je suis trop contente » parce que
mon fils va avoir un prof noir, voilà, qui lui ressemble, tout ça. Mhm. Ouais, mais c'est pas un critère, parce que ça se trouve, je suis le pire des enseignants, c'est juste que je ressemble physiquement à votre enfant, mais c'est pas pour autant que tout de suite, on a les mêmes codes de compréhension ou de lecture du monde, et c'est le temps, justement, comme tu le disais là, qui va peut-être nous donner l'occasion de construire quelque chose avec des références communes qu'on aurait, parce que, encore une fois, la couleur de peau à ce moment-là, elle n'est pas extrêmement pertinente, elle est importante. Je l'entends, parce que l'éducation nationale est telle qu'elle est et qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'enseignants qui ressemblent à certains enfants. Et donc, il y a quelque chose qui est important dans l'ordre de la représentation, ne serait-ce que par les familles, mais aussi pour les enfants qu'on accueille. Maintenant, ce n'est pas un critère absolument important dans la manière dont je mène mon travail. Donc c'est à double tranchant, parce que je me rends compte parfois qu'on projette des choses qui me dépassent en réalité. Et il faut attendre de voir peut-être quelques jours à quel point c'était important ou ça ne l'était pas finalement de se ressembler comme ça. Et dans les différents élèves que toi tu peux avoir, est-ce que tu ressens une différence entre eux dans leur manière de parler de leur santé mentale, ou est-ce que déjà tu ressens qu'ils parlent de leur santé mentale, peut-être à leur échelle, hein, ça va pas? Est-ce que d'un public d'élèves à un autre, tu ressens une différence sur la manière de s'exprimer? Oui. Après, est-ce que c'est par rapport à des catégories sociales? Je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport à une ethnicité? Je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, il y a différents profils d'élèves. Il y a des élèves qui sont plus à même de parler parfois. Et ce parfois, il est important parce que un élève qui parle avec moi, c'est pas forcément un élève qui parle avec un autre collègue. Parfois, le fait que j'occupe ce poste particulier et que les élèves savent que je ne suis entre guillemets que de passage, ça leur permet de me parler différemment de l'enseignant qui est là tout le temps, tous les jours. Et c'est arrivé maintes et maintes fois que des élèves se servent de moi, entre guillemets, pour ouvrir une discussion, quelque chose sur une pensée qu'ils avaient ou un fait qui leur est arrivé. Et je sais que c'est aussi par rapport au fait que j'occupe ce poste-là à cet instant particulier. Mais de manière générale, les enfants, je trouve, et plus ils sont jeunes, plus ça se vérifie, ou peut-être que j'ai pas les codes, ne parlent pas tellement ouvertement de leur santé mentale. Ça veut dire qu'ils vont dire des choses que nous, on va interpréter comme étant un état des lieux de leur santé mentale à un instant T. Mais ils n'arrivent pas en disant automatiquement « Ah, je me sens bien aujourd'hui ». Ça arrive, mais c'est pas si fréquent que ça. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se démocratiser autour des compétences psychosociales et qui est extrêmement porteur en fait, parce que avec des petits outils on peut justement les amener à dire un peu comment ils se sentent en classe à un instant donné, et c'est extrêmement important de pouvoir le recueillir, parce qu'on peut pas mener des apprentissages lorsque un élève par exemple est dans un état émotionnel qui fait qu'en fait il n'est pas apte à pouvoir écouter que ce soit la séance de français, mathématiques, sport, que sais-je. C'est important en fait de savoir comment se sentent les enfants à un instant T pour pouvoir ensuite broder autour et pour pouvoir construire une séance avec eux. Si jamais on arrive en se disant à l'école, aujourd'hui voici ce que j'ai prévu dans mon emploi du temps, et du coup ça va forcément se passer comme ça, on va passer à côté pour plein d'élèves. Parce qu'à un instant donné, ils ne sont pas forcément prêts. Parce que l'école est un lieu qui crée aussi des interactions et parfois de la violence, et parce que la vie, la société autour est un lieu qui les imprègne tellement que lorsqu'ils rentrent à l'école, ils rentrent avec tout ça, ils ne mettent pas tout ça de côté. Donc il faut être capable, je crois que c'est ça qui est extrêmement difficile, d'accueillir à un moment donné leurs émotions, tout ce qu'ils sont en réalité, pour pouvoir ensuite construire quelque chose derrière. Mais ils n'en parlent pas forcément de manière automatique ou délibérée. Je ne sais pas ce que j'observe moi en tout cas. Yuma, est-ce que justement il faut faire en sorte que les élèves en parlent de manière délibérée, automatique, pour reprendre les mots de Mohamedou, ou finalement c'est pas une obligation, celui qui se sent à l'aise pour en parler, il en parle, et celui qui veut pas en parler, c'est pas grave? C'est jamais une obligation de parler de sa santé mentale, moi je pense, dans un premier temps. Après, pour compléter la réponse de Mohamedou, effectivement, moi je pense quand même qu'il y a des groupes culturels où on va plus favoriser l'expression de soi, de ses émotions, de comment on se ressent, etc. Et il y a dans d'autres groupes culturels où on ne met pas forcément de mots. Donc je dirais quand même, il y a certains élèves qui sont plus aptes à parler de ce qu'ils ressentent, de comment ils vivent les choses, de faire un peu ce travail d'observation d'eux-mêmes, etc. Parce qu'on les a élevés comme ça, à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, parce qu'on leur a toujours dit que c'était important aussi ce qu'ils ressentaient, qu'on a toujours mis leurs émotions et leurs ressentis au centre. Tandis qu'il y a d'autres cultures où, effectivement, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être en bonne santé physique et de fonctionner, etc. Donc, il y a quand même des cultures qui vont plus mettre l'accent sur les émotions et l'émotionnel. Après, on est dans une société aussi où on va aussi favoriser l'expression de la parole. Je pense, par exemple, grâce à des dessins animés comme Vice Versa, qui a été vraiment un très bon dessin animé, qui a permis aux enfants de mettre un peu tout ça en images, un peu colorées, les émotions, la colère, l'empathie, etc. Et donc, je dirais qu'on est dans une société quand même où on favorise de plus en plus l'expression
de soi, de ses émotions, de comment on se sent, etc. Et je trouve que c'est important. C'est important. Maintenant, ce n'est pas une obligation. Chacun est libre de parler de sa santé mentale. S'il y en a qui ne veulent pas, il faut aussi l'entendre. Et je sais quand même que dans les écoles, de plus en plus de maîtresses mettent en place des outils comme comment on appelle ça, température émotionnelle, ce genre de choses, ou même la météo des émotions, pour justement que les élèves puissent mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Et c'est hyper important, encore une fois, vraiment, j'insiste, c'est important de savoir ce que je ressens. C'est important de savoir et pourquoi je me sens comme ça aussi. Et qu'est-ce qui fait que je me sens bien aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien aujourd'hui, etc. Et c'est comme ça que les élèves ils se sentent de plus en plus entendus, écoutés, et qui se libèrent aussi un peu à l'école. On entend des élèves parfois dire un peu ce qui se passe à la maison, etc. Après, il faut savoir l'accueillir, mais je trouve que c'est important de poser des mots sur ce qu'on ressent. Et je voulais également revenir sur la question précédente sur l'importance de faire partie du même groupe, si c'est un avantage ou un inconvénient. Nous, dans la relation thérapeutique, c'est différent, parce que nous, on doit construire une relation thérapeutique. Et on sait que c'est ce qui favorise la guérison et la prise en charge. Et donc, forcément, quand les patients ils viennent voir quelqu'un qui leur ressemble, ils se sentent plus entendus. Et parfois, ils n'ont pas besoin de mettre plein de mots pour exprimer quelque chose. Je comprends, je sais de quoi il parle. Maintenant, effectivement, c'est à double tranchant et ça a ses limites aussi, parce qu'effectivement, faire partie du même groupe, parfois, il y a une forme de banalisation de certaines choses. Vous voyez, comme on comprend, on peut parfois banaliser, alors que pour eux, c'était important et peut-être qu'il fallait le souligner à ce moment-là précis. Et donc, voilà, c'est à double tranchant. Chacun fait le choix du thérapeute qu'il souhaite. Ce n'est pas une obligation, vraiment. À partir du moment où on a une approche, que ce soit par exemple l'approche interculturelle ou l'ethnopsychologie que moi je pratique, on est quand même censé prendre en charge le patient dans toute sa différence et dans toute sa singularité. Et ça me permet aussi de vous expliquer un petit peu plus ce que c'est que l'ethnopsychologie. Parce que... Est-ce qu'on peut revenir dessus juste un peu plus tard si ça te dérange pas? On en revient dessus juste dans 5 minutes, parce que c'est très intéressant aussi ce travail, et ça fait le lien aussi avec ce que Mohamedou nous racontait lors du précédent épisode sur l'histoire de nos parents et de ce qu'ils ont pu traverser. C'est le volet, c'est le prochain Génial. volet. Promis, on revient dessus. Juste pour revenir sur cet aspect de l'enfance, de l'importance aussi de s'exprimer en tant qu'enfant, ça me permet de faire le lien aussi un peu avec ton enfance à toi, Abdelali. Du coup, toi, tu as 5 frères et sœurs? Ouais, vous êtes 6, 7, on est 7. 7. Ouais. Et de ce que j'ai compris, tu es dans les derniers. Je suis l'avant-dernier. Tu es l'avant-dernier. Ouais. Tu as des parents qui viennent du Maroc, des parents bergers qui n'ont pas été scolarisés et qui sont arrivés en France, donc je suppose forcément très occupés aussi pour essayer de vous offrir un cadre de vie sain. Est-ce que ça a joué, toi, sur ta manière de t'exprimer, déjà d'avoir tous ces frères et sœurs, et d'avoir des parents qui avaient peut-être d'autres occupations que celle peut-être de vous écouter au quotidien, ou est-ce que pas du tout? Justement, ils ont pris ce temps-là quand même d'écouter chacun d'entre vous. Non, après, de ma fenêtre, parce que je sais pas comment mes frères et sœurs l'ont ressenti, mais je crois que mes parents, le fait qu'ils soient illettrés analphabètes, avaient d'autres compétences qui sont pas scolaires, tu vois, qui sont de l'intuition. Mon père encore aujourd'hui, il a une intuition incroyable, il a près de 90 ans, il dit des choses, tu te dis, mais franchement, il y a des trucs qu'il m'a dit il y a 30 ans, aujourd'hui je comprends mieux, tu vois. Et je crois que la question de la perception des choses et de l'intuition, elle est en train de se perdre, et je pense qu'il faut que les gens réalimente tout cela, cette notion d'intuition, de faire attention à son sens un peu informel qui nous dirige parfois et qui nous amène à trouver des réponses. Et c'est comme ça que moi j'ai été béni et éduqué. C'est comme ça que mes parents m'ont vraiment transmis les choses et ont su écouter à leur manière. Je ne sais pas si on peut dire que c'est la mauvaise manière ou la bonne manière. Je sais que moi, en tout cas, elle me convient et elle m'a convenu dans la manière Aujourd'hui, j'ai pu grandir. Alors après, quand on est ado, on est un peu toujours agité, un peu en colère, on dit non, on refuse, etc. Mais après, quand on prend de l'âge et on prend du recul, avec beaucoup de sagesse, on se dit en fait, c'est eux qui avaient raison, c'est eux qui étaient sages. En plus, c'était pas simple pour les générations de nos parents. Quand tu as 7 frères et sœurs et que tu gagnes 5 000 francs, 6 000 francs, je sais plus combien c'était à ce moment-là son salaire, mais ma mère n'a jamais travaillé, elle nous a toujours éduqués, elle a toujours été présente pour nous. Moi, je dirais que j'ai jamais manqué de rien, mais c'est vrai que la question de la présence, elle est importante des parents vis-à-vis des enfants. On ne se rend pas compte, et je sais que beaucoup de parents sont, je dirais, torturés par le fait de ne pas assez être présents pour leurs enfants, parce qu'ils travaillent, parce que beaucoup de choses.
et je fais le lien avec les enseignants, mais moi je le vois, ne serait-ce que quand les trimestres arrivent pour les enfants et qu'on voit qui sont les parents qui sont les plus investis, où les enfants sont beaucoup plus épanouis, ceux qui sont présents, pas présents. Et je crois que la présence des parents, elle est vraiment primordiale à des moments clés aussi, que ce ne soit pas des moments juste uniquement, je dirais, de réprimande vis-à-vis de nos enfants, mais aussi des moments d'encouragement, des moments de soutien que les enfants ont besoin et qu'ils ne les expriment pas. Et ce que tu disais tout à l'heure, Mohamedou, c'est ça le prénom, ouais. C'est que parfois les enfants n'ont pas forcément tendance à tout le temps exprimer les choses, mais peuvent aussi ressentir ce que nous, en tant que parents, on peut leur transmettre et peuvent être dans une capacité à s'exprimer à leur manière. Moi, mon père a été un père extrêmement dur, mais il a été toujours aimant dans la manière dont il a été dur avec nous. Donc moi, aujourd'hui, je ne peux qu'être aimant vis-à-vis de mes enfants, et puis aussi vis-à-vis de mes parents, et puis ceux qui m'entourent. Donc je crois que, voilà, en tout cas mes parents, de là où ils viennent, illettrés analphabètes du sud du Maroc, dans la campagne, bergers, agriculteurs, etc. Franchement, respect de fou pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils nous ont donné, ce qu'ils nous ont apporté. Même si je me bagarre pour faire millions de choses, je n'arriverai pas à la hauteur. Et c'est pas un complexe du tout, parce que souvent on dit ouais, mais il faut. Non, c'est pas un complexe. Moi, je suis hyper clair avec ça. Mes parents, je pourrais peut-être pas faire ce qu'ils ont fait. Et je les remercie pour ce qu'ils nous ont donné, ce qu'ils ont transmis à nous et à multitude d'enfants, parce qu'on ne se rend pas compte. Nos parents, ils nous ont éduqués nous, mais ils ont éduqué parfois les enfants du quartier. Moi, j'ai plein de gens avec qui j'ai grandi qui me disent merci à ton père, merci à ta mère. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi ils me disent ça. Ils me disent mais ouais, mais ton père, il m'a dit ça, il m'a fait ça, ma mère. Et là, je me dis, en réalité, on est à milieu de savoir ce qu'ils ont fait sans jamais le dire. Justement, il en parlait, très beau témoignage, Abdelali, merci. Et il parlait aussi de ses parcours du coup migratoires, et ça permet de faire le lien avec l'ethnopsychologie. Est-ce que toi tu peux nous dire ce que c'est qu'exactement l'ethnopsychologie et à quel point, en nous disant ce que c'est que l'ethnopsychologie, je poserai ma question d'après. D'accord. Du coup, l'ethnopsychologie, c'est une approche où le psychologue, le thérapeute, il va prendre en compte tout l'univers de la personne. C'est-à-dire sa culture, sa spiritualité, ses croyances, etc. On ne les laisse pas à la porte du cabinet. On va vraiment les intégrer à la thérapie et même s'en servir comme levier thérapeutique. L'ethnopsychologie, c'est arrivé à une période de décolonisation déjà des territoires et aussi décolonisation des savoirs. C'est-à-dire l'idée de se dire qu'en fait, il y a d'autres modes de prise en charge de la folie ou d'un trouble. Par exemple, dans un pays, on va parler de schizophrénie. En France, en Occident, on va parler de schizophrénie. Et en Afrique, dans les pays maghrébins, même subsahariens, on va parler de djinn ou de sorcellerie. Et donc, l'idée, c'est de se dire que tous ces modes d'explication se valent. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Et maintenant, l'idée, c'est de s'en servir pour aider au mieux le patient à partir de son système à lui. Et donc, l'ethnopsychologie, c'est né de Georges Devreux, puis de Toby Nathan, qui l'a mis en pratique. Et aujourd'hui, ça a évolué aussi. Et maintenant, on peut appeler aussi ça parfois la psychologie interculturelle avec Marie-Rose Moreau, etc. Et du coup, c'est prendre en compte, tu le disais, l'histoire des personnes qu'on reçoit. Et ça permet vraiment de rebondir sur ce que tu avais dit lors de la précédente émission, Mohamedou, et c'est un des extraits qui a le mieux marché, qui m'est beaucoup revenu à l'oreille, et, que ce soit sur TikTok, YouTube ou ailleurs, où finalement, les gens ont compris, ou peut-être le savaient, mais n'avaient pas mis de mots dessus sur l'importance de savoir l'histoire de nos parents, de ce qu'ils ont traversé. Toi, t'insistais là-dessus, et c'était le moment le plus marquant de l'émission. Est-ce que t'en es encore plus convaincu aujourd'hui? Ah oui, mais ça fait là tout ce que vous avez dit, je trouve extrêmement intéressant. Et puis je suis là, j'écoute. Approuvez-moi, je prends. Mais pour revenir sur ce que tu viens de dire spécifiquement, Abdelali, c'est bien ça, par rapport à... Déjà, on sent bien dans ton discours, il y a beaucoup de gratitude envers tes parents, et c'est important de le dire, parce que venant d'un environnement, c'est comme si là on avait fait un grand saut dans quelque chose qu'on pourrait appeler la culture, même si ce serait quelque chose à définir, mais dans certaines cultures où généralement les parents sont extrêmement taiseux, c'est-à-dire ils ne parlent pas, ou ils ne parlent pas, j'allais dire pour rien.
il y a certaines choses qu'ils n'expliquent pas. Parce que la vie, ils ont été élevés comme ça déjà, d'une part. Donc on est dans un système de reproduction de manière inconsciente, mais même de manière consciente, parfois, il y a certaines choses qu'ils ne se permettent pas de dire parce que ça fait partie de la vie. Tu vas les apprendre, ça ne veut pas dire que je ne serai pas à côté de toi pour t'expliquer lorsque ça arrivera, mais ça veut dire qu'il faut que tu fasses d'abord ton cheminement. Je ne peux pas tout expliquer. Fais, et ensuite on en parle. Et dans ces cultures-là où les gens sont extrêmement taiseux, en fait, c'est difficile d'avoir les discussions avec des gens qui, dans une certaine hiérarchie, ne sont pas à notre niveau. Moi, par exemple, dans ma famille, parce que tout à l'heure, tu parlais du fait que tu es l'un des plus jeunes, en fait, dans ta famille. Voilà, dans certaines langues, même en français, on a ça. L'aîné, c'est pas le cadet, qui n'est pas le benjamin. Parfois, dans certaines cultures, dans certaines langues, on a même des mots qui vont être pareillement hiérarchisés, mais sexués. C'est-à-dire que moi, en tant que descendant de Djaranké, dans ma langue, par exemple, lorsque tu es le premier garçon, on dit tu es le Soma. Soma, c'est le premier, mais c'est le premier garçon. La dernière ou le dernier né, c'est l'aro. Et tu vois, ça veut dire qu'en fait, il y a des termes qui vont te placer. Et même si tu fais pas attention, finalement, tu es dans un système qui est relativement hiérarchisé. Et tout le monde ne prend pas la parole de la même manière pour s'adresser à n'importe qui. Je sais pas si ce que je dis fait sens. C'est très Voilà. clair. Donc, du coup, on est dans ces cultures-là où tout le monde est extrêmement taiseux, sachant que les plus anciens s'adressent aux parents, mais pas de la même manière que le petit s'adresse aux parents, que même nous, entre nous, on ne s'adresse pas de la même manière entre nous. Le petit dernier, il est relativement protégé pour certaines choses, et en même temps, on lui fait porter une charge dont on ne se rend généralement pas compte, parce que justement, c'est le petit dernier. On se dit, mais la vie, elle est plus facile pour toi, donc ça, tu vas pouvoir le faire beaucoup plus facilement. Mais non, le dernier, généralement, il souffre aussi d'autres choses. Bon, bref, tout ça pour dire que à l'école, on a, je pense, quelque chose à faire pour décentrer un peu nos regards. Là, je rentre dans la salle des professeurs pour dire que, et je schématise, parce que c'est pas tout le temps comme ça, mais parfois, il y a certains parents qu'on ne voit pas, et pour lesquels moi, j'entends les discours qu'il y a dans la salle des professeurs. Parce qu'on ne les voit pas, on les juge un peu trop vite. Et on se dit, ce sont des parents qui sont démissionnaires. Je mets le gros mot, mais pour dire en fait on ne les voit jamais. J'ai déjà entendu le terme colis pour parler d'enfants. C'est-à-dire que ces parents-là, ils arrivent, ils déposent leur colis à l'école, le colis c'est l'enfant, et ensuite advienne que pourra. Alors que et c'est là où peut-être venir de certains endroits culturels en commun avec les familles, ça peut nous permettre d'avoir une autre lecture. En disant, moi je sais ou je crois savoir ce que ces parents ou ces enfants-là ils vivent, parce qu'en fait je proviens d'une famille qui ressemble à celle-ci. Je sais que si je ne vois pas les parents, c'est parce que les parents ils sont en train de bosser. Ils n'ont pas le choix. Ils déposent le matin l'enfant au centre de loisirs parce que le parent qui travaille, il commence tôt le matin. Et ensuite, l'enfant est aussi au centre de loisirs le soir parce que le parent, peut-être qu'il a 2 emplois dans la journée et qu'il va passer le soir. Et c'est la raison pour laquelle je ne le vois pas. L'importance des parents à l'école, de dire, vous ne pouvez pas être là tout le temps, mais à certains moments, il faut quand même essayer d'être là. Parce que moi, je le sais, en le vivant de l'intérieur, le regard et le discours des enseignants changent lorsque ils voient les parents. C'est fou ce que je dis. On ne devrait pas être dans ce rapport-là. On ne devrait pas avoir à juger. Mais c'est exactement ce qui se passe. On est des êtres sociaux, on est des êtres humains. On a besoin de se voir pour être plus proche de la réalité. Et lorsque on ne se voit pas, on se met à juger ou à mettre des fantasmes et à fantasmer la réalité des gens. C'est là où les parents qui peut-être ne l'ont jamais entendu et qui se disent, un peu comme les miens, peut-être comme les tiens ou comme les vôtres, ils ont confié leurs parents à l'école de la République en se disant, la promesse est celle-ci. Nous, on a quitté notre pays. On est venu dans un pays. On nous a expliqué que si on faisait confiance, si on mettait nos enfants à l'école, ça se passerait bien pour eux. Donc du coup, on laisse faire. Nous, notre job, c'est de faire en sorte que les enfants ils soient propres, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils viennent à l'école. Vous êtes les enseignants, on vous les confie. Et en réalité, aujourd'hui, ça ne suffit pas, ou ça ne suffit plus, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue en parallèle. Il y a différents groupes sociaux qui sont dans une espèce de compétition, même si l'école ne devrait pas être une compétition, et cette compétition-là, elle se joue. Lorsque certains parents sont plus présents à l'école, leurs voix sont un peu plus entendues, et on est un peu plus près de la réalité des enfants, et on peut plus les voir comme ils sont en réalité. C'est pas de l'ethnopsychologie, mais ça s'en rapproche un peu, parce qu'on est un peu plus dans leur réalité. Donc c'est là où peut-être mon discours peut faire sens en disant... si vous pensiez que mettre vos enfants à l'école suffirait, finalement, ça ne suffit pas. Et je dis pas ça pour que les parents qui m'entendent et qui ne le faisaient pas se sentent mal, culpabilisent. Mais c'est pour dire peut-être que je vous donne un élément que vous n'aviez pas. Et moi, cet élément, je ne l'aurais pas si jamais je ne travaillais pas dans les écoles. C'est juste là où je me situe. En tout cas, c'est super intéressant. Et on est là pour ça, pour prendre les éléments des uns et des autres aussi. Et est-ce que justement dans l'ethnopsychologie, on prend en compte tout ça, et dans les profils des patients, enfin je sais pas si on dit des patients. Oui, c'est patient. Des patients que toi t'as, est-ce que cette question-là, elle revient sur le fait que c'est
personnes peut-être qui ont un quotidien difficile, qui ne peuvent pas se présenter forcément aux réunions parents-prof, qui ne peuvent pas être là un trimestre par mois parce que, comme le disait Mohamedou, ils ont 2-3 tafs, ou peut-être qu'ils en ont qu'un, mais ils sont cuits à la fin de la journée. Donc, il y a juste le fait de faire l'effort d'aller à l'école, alors que tu sais que tu dois ensuite rentrer à la maison, changer peut-être les autres et les préparer, etc. Ça complique les choses. Est-ce que vous en parlez en consultation et comment en séance et comment toi tu les accompagnes du coup? Alors, à l'école et en consultation, c'est quand même très différent. En consultation, il y a quand même des gens qui viennent nous voir pour un motif précis, etc. Alors, comme on disait, à l'école, c'est le tout venant, c'est le tout public, donc on peut sensibiliser. On peut parler de ce genre de choses aux parents lors de réunions, notamment d'équipes éducatives, etc. Là, au cabinet, malheureusement, quand ils viennent me voir, souvent, c'est déjà trop tard, les parents. C'est souvent, par exemple, des parents où on a placé leurs enfants, où ils ont déjà eu des réunions, où on a pu leur reprocher certaines choses, etc. Donc, l'idée, effectivement, moi, avec mon regard de psychologue, d'ethno-psychologue et aussi mes expériences professionnelles, c'est effectivement de leur expliquer que leur rôle est très important. Et je rejoins vraiment Mohamedou là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a certains parents qui ne s'en rendent pas compte. Effectivement, ils déposent leurs enfants le matin à 6 heures parce qu'ils vont travailler, etc. Mais le regard des enseignants, il peut être différent parce qu'effectivement, il peut y sembler y avoir un manque d'investissement ou ce genre de choses, alors que pour eux, c'est leur norme, c'est leur normalité, en fait. En fait, ils n'ont pas les codes, c'est une question de code aussi. Ils n'ont pas forcément les codes de cette culture, de cette culture française, c'est-à-dire s'investir dans la scolarité de leurs enfants, demander comment ça se passe même à 16h30, alors comment ça s'est passé, etc. Ça montre tout de suite des parents qui sont investis, alors que souvent, ils viennent prendre leurs enfants et ils partent. Et bon, pour certains enseignants, ça peut montrer un manque d'investissement ou ce genre de choses. Et après, on peut venir plaquer sur eux certains stéréotypes, certaines choses. Et effectivement, en parler, ce n'est pas se victimiser. Il existe des stéréotypes, il existe ce genre de choses où on va classer les gens en fonction parfois de leur appartenance ou de ce qu'ils peuvent transparaître. J'ai oublié la question, je me suis perdue, excuse-moi. Non, c'était vraiment pour demander, est-ce que quand ils viennent te voir, il y a toi, tu ressens tout ça, et est-ce qu'ils te parlent justement du fait de la difficulté d'aller aux réunions parents-prof, etc. Mais tu disais, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça rejoint ce qu'elle disait au Oiba, et ce que disait aussi Kadiatou, ironiquement, la dernière fois. C'est en général, quand on vient voir un professionnel, c'est que c'est déjà trop tard. C'est exactement ça. Et c'est ça qui est peut-être le plus malheureux dans nos discours aujourd'hui. Alors moi, ça va être plus global. On va se décentrer du que scolaire. En fait, finalement, ceux qui viennent me voir, ce sont des personnes issues des minorités. Et donc, ils sont assujettis à des formes de discrimination, à des stéréotypes. Et c'est tout le cumulatif de tout ça qui crée parfois la souffrance. En fait, il faut prendre en compte le fait que parfois, effectivement, quand il y a une femme issue des minorités qui vient me voir, il faut leur parler de ce qu'on appelle l'intersectionnalité, le fait qu'elles sont à la croisée de plusieurs types de minorisation. Et donc, parfois, c'est plus difficile pour elles de garder un travail, surtout lorsqu'elles sont voilées. Parfois, c'est plus difficile pour elles d'avoir accès à un appartement, d'avoir accès aussi à la vie en société de manière générale. Donc moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment leur rôle dans cette société de manière globale qui parfois peut amener de la souffrance. Et c'est en ça où moi, ma posture d'ethnopsychologue, elle va servir. Parce que je pourrais leur apporter un regard et des explications un peu plus globales sur ce qu'ils traversent, moi je dirais. Et est-ce que toi, les patients, encore une fois, désolé, les patients qui viennent te voir, ce sont généralement des personnes qui sont issues de l'immigration, qui viennent d'un pays étranger vers la France, ou est-ce que ça t'arrive d'avoir aussi des enfants d'étrangers, entre guillemets, qui viennent te voir aussi? Alors tout d'abord, il faut vraiment préciser que je prends tout type de patients. J'insiste là-dessus. Oui. Voilà. J'ai des musulmans, des chrétiens, des témoins de Jéhovah aussi récemment. C'est pas des réunions non mixtes. Donc voilà, il y a vraiment pas de souci là-dessus. Après, effectivement, comme je te le dis, on se dirige souvent vers quelqu'un qui nous ressemble, qui peut nous comprendre. Donc moi, c'est vrai que je vais avoir beaucoup de personnes, on va appeler ça les deuxième génération en fait, ceux qui sont nés en France et qui ont des parents qui viennent d'ailleurs. Donc c'est souvent ça ma cible. Après, il peut y avoir aussi des parents, ça se démocratise de plus en plus. Certains parents, des anciens qui vont venir en thérapie pour justement parler de leurs mots MAUX. Alors, c'est plus difficile, vraiment, je ne vais pas mentir là-dessus. C'est plus difficile pour les parents d'aller voir un professionnel de la santé mentale, d'aller parler de ce qui ne va pas, etc. Mais ça se fait de plus en plus parce que les enfants les tirent, parce que les enfants sont de plus en plus sensibilisés à cette question-là. Et donc, ils invitent leurs parents à venir parler, etc. Mais ça se démocratise, mais je dirais que c'est plus difficile pour nos parents alors qu'ils en ont besoin. Je reprends ce qu'il disait Abdelali. C'est vrai que ce sont des personnes souvent qui ont quitté
un pays. Et souvent, ce sont des personnes qui viennent de villages reculés, pas forcément de la capitale. Donc, ils sont passés finalement de ce mode de vie-là à un mode de vie occidental avec tout ce que ça incombe, c'est-à-dire se conformer, aller travailler, élever des enfants dans cette culture-là, etc. Et donc, ça peut amener aussi pas mal de difficultés. Mais eux, voilà, ils ont su faire face. Et c'est dur pour eux d'en parler et de dire que parfois, il y a des choses qui ont pu être souffrantes, il y a des choses qui ont pu faire mal, etc. Ils l'ont vraiment intériorisé et accepté. Tant qu'ils pouvaient aller travailler, c'est l'essentiel pour eux. Alors que les enfants, ceux qui sont nés en France et qui sont plus dans cette survie, on va dire, prennent de plus en plus en compte leur santé mentale et leur bien-être plus global, quoi. Est-ce que je peux juste rajouter une petite chose? Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai dérivé par rapport à la question que tu me posais au départ sur ce que j'avais dit dans la première émission, par rapport au fait qu'il fallait essayer d'écouter ou d'apprendre à connaître un peu ses parents. Le propos, il peut sembler un peu bizarre. C'est mes parents, j'ai vécu avec, qu'est-ce qu'il raconte le monsieur, tu vois. Et pourtant, je pense que si on prend un peu de temps justement pour soi, pour se dire mais à quel point est-ce que je sais ce que mes parents ils ont vécu, on se rend bien compte qu'en fait on connaît les grandes lignes, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et que dans nos itinéraires respectifs, surtout lorsqu'on est arrivé à un certain âge, peut-être qu'on est parents, en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne nous a pas expliquées. Sachant qu'en plus dans certaines cultures, il y a des domaines qui sont plus ou moins cloisonnés. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de certaines choses avant que les personnes concernées y aient accès. Exemple, pour le mariage par exemple, il y a certains sujets qu'on n'évoque pas et qu'on ne va évoquer avec nos enfants que lorsque nos enfants seront arrivés à ce stade-là. Ce n'est pas des choses qui se préparent. Il y a beaucoup de... Et là, je parle de ce que j'entends autour de moi, et peut-être que tu corroboreras ou t'infirmeras, mais beaucoup de personnes qui disent que dans les unions mixtes, par exemple, qui vont dire culturellement, on n'est pas les mêmes, ok, mais nous, on s'est aimés, donc on a choisi de se mettre en couple, de se marier, de faire notre famille ensemble. Et en fait, je me rends compte que depuis qu'on est mariés, en fait, les attentes dans la famille de mon conjoint ou de ma conjointe ont changé. C'est bizarre parce qu'en fait, on nous a jamais expliqué ce qu'on attendait de moi avant que je me marie. Et maintenant que nous sommes mariés, on est en train de m'expliquer ce qui est attendu de moi. Et je me rends compte que le regard, c'est pas le même. C'est parce qu'en fait, on est dans des entités, je sais pas si c'est ce que je raconte fait sens ou pas, dans les entités où on vit au présent. On ne se projette pas. Tant que les choses ne sont pas faites, on n'ouvre pas la porte ou la boîte qui va nous mener à ces explications. Et de dire comme ça, apprenez à connaître vos parents, ça semble très présomptueux. Mais c'est à la faveur de situations comme ça qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Moi, je viens d'une famille où les anciens parlent beaucoup en images. Ils racontent des histoires. Ils ne racontent pas la réalité brute. Parce qu'on a ce rapport avec la réalité où on ne présente pas les choses de manière aussi factuelle. Pour raconter quelque chose, c'est comme si c'était une fable à la fin de laquelle il y a une morale. Mais lorsque l'enfant arrive et raconte une situation problématique pour lui, en face, généralement, on va trouver cet adulte qui va raconter une histoire, soit l'histoire d'un cousin, l'histoire d'un oncle, ou une histoire familiale qui va faire écho à ce que tu as traversé et dans laquelle tu vas comprendre à peu près quel chemin on attend de toi. Et c'est à cette faveur-là que je pense qu'on peut apprendre à connaître nos parents. Parce qu'encore une fois, moi, par exemple, je ne me vois pas m'asseoir en face de mon père ou de ma mère et lui poser des questions frontalement comme ça. Alors, comment ça se passe? C'est pas comme ça que j'ai été élevé. Et ils ne me reconnaîtraient pas parce que c'est pas comme ça qu'ils m'ont élevé. Il y a un code, une manière de faire. Et je pense que c'est à la faveur du présent et des situations qu'on traverse qu'on va leur exposer et d'ouvrir nos oreilles pour dire, ah voilà, là, je suis prêt à accueillir ce que toi, tu aurais fait à cet instant-là ou ce que tu sais qui a été fait. Parce que nos existences, elles sont ce qu'elles sont complexes, voilà, mais en fait, il y a de fortes chances, puisqu'on vit dans un système tous ensemble, que les situations qu'on traverse ont déjà été traversées par d'autres personnes, et en l'occurrence par les générations d'avant. Donc lorsqu'on leur expose ces situations, en fait, on ouvre la clé de la porte pour qu'ils puissent nous raconter ce qu'il y a à faire éventuellement et nous faire gagner du temps. Voilà, je voulais juste repréciser mon propos et donner peut-être un exemple pour mieux me faire comprendre. Merci pour cette précision très, très intéressante. Comme ça, je vais aussi compléter et donner un exemple. C'est vrai que cette idée de parler avec ses parents, elle est cruciale et elle arrive beaucoup en thérapie. Parce que souvent, il y a un choc de génération. Il y a des enfants qui ne comprennent pas trop leurs parents, des parents qui ne comprennent pas non plus leurs enfants. Et donc, parfois, la thérapie, ça peut être un moment de médiation. Et je vais prendre cet exemple de cette patiente. Tout au long de la thérapie, elle me parlait de son père comme une figure d'autorité. Vraiment cet homme sans émotion, qui ne parle pas beaucoup, qui n'explique pas trop ce qu'il fait, etc. Et ça a été une source de souffrance chez elle. Et un jour, elle m'a dit, elle a réussi avec ses sœurs à s'asseoir autour d'une table et à aller parler avec ce papa. Et tout d'un coup, l'image de ce papa terrifiant, sans émotion, elle s'est effondrée parce que son père, il a commencé à pleurer. Quand il a entendu ses filles parler
de ce qu'elle ressentait, de à quel point ça leur faisait mal d'avoir un papa qui ne parle pas beaucoup, qui est en retrait, etc. Et il a commencé à pleurer parce qu'il ne se rendait pas compte, en fait, de la posture qu'il avait et du mal qu'il faisait à ses enfants. Et c'était un moment hyper touchant. Et je me rappelle, même en l'évoquant, elle en pleurait. Enfin, elle était vraiment très émue parce que du coup, ça a fait tomber toute cette image du papa sans cœur, sans émotion. Tout d'un coup, c'est devenu un personnage vivant qui a un cœur, qui a un vécu, qui a une histoire, qui met des mots dessus. Donc, c'est hyper important de connaître l'histoire, les traumas aussi de ses parents, de ce qu'ils ont traversé aussi. Surtout nous, on a des parents qui ont traversé quand même la Méditerranée, donc ils ont une histoire très, très riche. Et souvent, s'ils sont là, c'est le résultat d'un accord familial. Pourquoi lui ? Pourquoi mon père ? Pourquoi le vôtre ? Enfin, souvent, c'est toute la famille qui a décidé que ce soit lui, parce qu'il est jeune, parce qu'il est, on va dire, fort peut-être. Enfin, voilà, et donc cette histoire, elle est hyper intéressante et tout d'un coup, ça permet vraiment d'humaniser nos papas qui sont parfois, malheureusement, c'est vrai, hein, pas dans les émotions, dans l'affectif, dans l'émotionnel. C'est ce qui revient souvent en thérapie, c'est ce qui fait souffrir, c'est le fait de ne pas avoir eu des parents dans l'émotion. Mais c'est des parents qui, eux, étaient dans une autre dynamique. Eux, ils sont venus en France pour des raisons économiques, pour travailler, pour subvenir aux besoins de la famille. Et ils ont rempli ce job-là. Maintenant, le côté affectif, émotionnel, il a manqué, mais c'est peut-être à nous aussi d'aller le chercher, justement en discutant avec eux et de les re-humaniser, on va dire, en quelque sorte. Justement, est-ce que Abdelaziz, toi c'est un travail que tu fais aujourd'hui avec tes parents, où tu parles avec eux, tu as un travail de terrain aussi où tu parles avec pas mal de gens, où tu rencontres un certain public. Est-ce qu'il te facilite dans ta relation aussi avec tes parents? Aujourd'hui, tu le disais, ton papa aujourd'hui âgé de presque 90 ans ou 90 ans. Ouais. Est-ce que tu parles avec lui aujourd'hui? Ouais, alors lui et elle, ma mère, parce que ils ont deux canaux différents de communication assez particuliers, chacun dans son coin. Alors je sais pas comment d'ailleurs ils ont fait pour s'unir, mais mon père a cette, je dirais, autonomie. Il aime bien faire ses trucs. Là, il était parti en Italie il y a quelques jours tout seul, 90 ans. Il a pris l'avion. Il a été voir ses copains de 70 ans, 80 ans, etc. Et en fait, moi, j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs documentaires avec mon père, où en fait, on a parlé face caméra, et où il disait des choses à la caméra que moi, il m'avait jamais dit dans ma vie, tu vois. J'avais jamais entendu la manière dont ils ont vécu, ne serait-ce que lui, la question de venir en France. Elle s'est passée très vite. En fait, c'est un ingénieur qui s'appelle Félix Moura, qui est arrivé dans les années 60 au Maroc, si ce n'est avant. Et il y avait un accord entre la France et le Maroc pour recruter des immigrés marocains. Donc, c'est à peu près 80 000. Et en fait, ils ont été particulièrement a été les chercher dans le sud du Maroc, dans un premier temps, parce qu'il fallait travailler dans les mines de charbon en France. Et donc, il y avait une réalité, c'est que quand ils les ont recrutés, il m'a dit, ça s'est passé le jour où ils sont arrivés et le jour où on est arrivé en France, quasiment 2 semaines, il s'est passé de temps. Entre le recrutement et arriver du jour au lendemain sur le port de Marseille, avec des claquettes, ils sont en France. Et en plus, la manière dont ils ont été recrutés a été aussi terrible à entendre, à comprendre. Et en fait, je comprends mieux d'ailleurs les silences, parce que mon père, il me disait, nous, on a été recrutés, il fallait... en fait, les gens venaient nous voir, il fallait être grand, on regardait la qualité de nos dents, la circonférence de nos épaules, de nos mains. C'était une forme de recrutement très animal. Et ils sont arrivés avec mon grand-père maternel, mon père, mes oncles, du jour au lendemain ici, tu vois. Et beaucoup sont restés. C'était pas un choix, du coup, qui doit rester et qui doit partir. C'était, si tu es rentré dans le cadre, ben, tu viens en France et tu travailles. Et mon père m'a dit, nous, on n'était même pas prêts à rester ici, parce qu'on nous avait dit que c'était 18 mois et on revenait au Maroc. Et finalement, moi, je suis né ici. Tu vois, après, il a fait le regroupement familial, etc. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on oublie de penser de ce qu'ils vivent en se disant, ouais, c'est pour ça, moi, je dis aux gens, tu peux pas être forcément juste en colère vis-à-vis de tes parents. Tu dois être en écoute de ce que eux-mêmes n'ont même pas eu le temps de digérer, tu vois. Parce que du jour au lendemain, ils ont dû partir, ils ont laissé frères, sœurs, parents et autres, même enfants pendant plusieurs années, avant le regroupement familial. Donc,
je pense que, tu vois, tout à l'heure, tu disais la notion de gratitude. Moi, je peux juste, rien que pour ça, avoir la gratitude de ce qu'ils ont parcouru avant d'arriver ici. Et c'est ce que j'essaie de transcrire à mon niveau dans mes activités philanthropiques. C'est que, d'ailleurs, c'est ce qu'on nous apprend dans le métier d'infirmier quand on reçoit un patient. C'est l'histoire du patient, l'étiologie. L'histoire du patient doit être comprise dans la manière dont tu dois prendre en charge le patient. Alors, c'est pas non plus aussi poussé qu'une thérapie où elle a, la psychologue a une compétence d'ethnopsie, mais il y a des éléments qui te permettent de voir comment tu peux accompagner ton patient et aussi être en compréhension de ce que vit ton patient. Et la manière dont lui-même il vit la maladie, et, que ce soit des maladies chroniques, la santé mentale, parce que j'ai eu l'avantage de travailler en psychiatrie. Moi, j'ai aussi le malheur, comme beaucoup de familles de chez nous, d'avoir un frère schizophrène qui vit à la rue depuis 15 ans à Paris. C'est aussi le lot de beaucoup d'enfants d'immigrés, c'est qu'il y a eu des trajectoires très malheureuses. Et parfois même, quand tu fais tu dézoomes, tu te dis en fait certains ont été sacrifiés ou malheureusement dans l'histoire de la famille. Tu vois, mon frère est d'une schizophrène à plus de 30 ans. Avant 30 ans, c'était un garçon qui travaillait, plombier, brillant, très très intelligent, mais extrêmement intelligent, mon grand frère. En plus, m'a toujours protégé et tout. Et donc moi-même, en tant que soignant, de là où je suis, avec le réseau que j'ai de tous les professeurs que tu veux du monde, je les ai, il n'y a pas de problème. Mais de savoir que tu ne peux pas être en capacité d'accompagner ton propre frère qui est schizophrène, tu te dis waouh. Tu vois, c'est là où tu te dis, finalement, il faut être humble face à ce que l'on vit, ce qu'on voit, et puis faire avec ce qu'on peut. Et puis le résultat ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est de faire, et le résultat ne nous appartient pas. Et si je pense qu'il pèse dans les épaules de beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent absolument aussi détenir le résultat de ce qu'il essaye de faire dans sa famille. Mais non, mais si l'autre il veut pas, ou si l'autre il peut pas, ou si l'autre il n'est pas en capacité, tu auras fait ce que tu peux. Et donc, je pense qu'il faut aussi que beaucoup dans nos, je dirais, communautés puissent aussi à un moment donné ne pas être dans la culpabilité à chaque fois de ce qu'ils voient, de ce qu'ils essayent de réparer. Tu pourras pas, ça fera des générations. Tu sais, les traumas, c'est bien avant toi, plusieurs siècles, peut-être plusieurs années avant. Toi, tu es juste le fruit de quelque chose. Voilà. Nima, est-ce que toi, tu penses que la question justement de la santé mentale dans nos cultures, elle est vraiment taboue, ou finalement, en écoutant tout ce qui se dit là, elle n'est pas si taboue que ça, et peut-être aussi qu'il y a un effet de loupe que l'on met nous-mêmes là-dessus, alors qu'elle n'est pas plus taboue qu'ailleurs, quoi. Alors, je dirais que je peux pas dire que, en tout cas, l'expérience du terrain me fait me dire quand même, il y a une forme. Elle est taboue quand même dans notre culture, la santé mentale. C'est-à-dire que parler de ce qui va pas, ou même parler de schizophrénie, tu l'as très bien dit, ton frère a été diagnostiqué à plus de 30 ans. Parfois, même mettre le terme dessus, parfois c'est difficile dans certaines familles. Alors, est-ce que c'est parce que... C'est vrai que tu me diras, dans certaines familles françaises aussi, c'est difficile. Donc, il y a quand même, je dirais, un tabou de la société là-dessus, sur la santé mentale, mais ça, c'est pas en fonction de la culture, je dirais, c'est pas en fonction de là où on vient. C'est aussi, humainement, c'est dur de se dire que peut-être un tel a telle ou telle pathologie et que c'est la santé mentale. Donc, c'est pas quelque chose qui est palpable, c'est pas forcément quelque chose qui est visible. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit de dire que quelqu'un n'a pas un cancer alors qu'il a un cancer. Alors que, par exemple, la schizophrénie, parfois, il y a certaines personnes qui peuvent débattre là-dessus, etc. Donc, on ne peut pas dire que c'est pas tabou, c'est quand même tabou, mais effectivement, ça se démocratise quand même de plus en plus. On en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux. Grâce aussi à des magazines comme le tien, on en parle, des médias comme le tien, on en parle aussi de plus en plus. Donc ça se démocratise, la parole se libère, mais c'est encore un sujet un peu tabou. Je le vois en thérapie, certains parents qui vont venir. Enfin, il faut que ce soit secret, il ne faut pas que ce soit dit, il ne faut pas que ce soit répété, il ne faut pas que les autres le sachent. Moi, je pense à ce jeune homme qui est venu me voir. Ah ouais, si les autres à la cité, ils savent que je viens voir une psy, ils vont me dire que... Enfin, voilà, c'est quand même un secret de venir voir un psychologue. Alors qu'aller voir un médecin, c'est OK, tu vois. Donc, il y a quand même un peu de tabou autour du Ça me sujet. permet de rebondir sur ce que tu dis. On avait fait une projection à Tremblay en début d'année, je crois que c'était en octobre ou novembre, où on projetait le documentaire Santé mentale, des vies en jeu, un système absent.
Et c'était dans une structure, hein, une sorte de centre d'animation pour les jeunes à Tremblay. Et justement, on avait rencontré une infirmière qui travaillait dans cette structure-là. Et la structure est dans une cité. Et elle nous expliquait justement quand les jeunes viennent la voir en consultation, parce que il y a des permanences psy aussi. L'infirmière nous expliquait que quand les jeunes venaient, ils rentraient par la porte de derrière. Ils avaient fait une porte exprès par derrière parce qu'ils ne voulaient pas être vus par les autres de la cité. Et ça me ramène à la dernière partie de notre émission. Comment on lève ce tabou-là? Comment on fait en tant que professionnel de santé, professeur des écoles, au contact des jeunes? Comment on fait pour lever ce tabou-là? Comment on fait en sorte que le jeune, il se dise plus, il faut que je rentre par la porte de derrière? Et est-ce que c'est important de le faire, ou finalement, le fait qu'il rentre par la porte de derrière, tant qu'il rentre, c'est ça le plus important? Peut-être avant de répondre à la question, j'ai juste un élément de complémentaire à ce qu'ont dit, mes confrères. Et, je crois que la plupart des gens qui ont un problème de santé mentale, il y a souvent une question d'errance médicale qui est présente. Les gens vont faire 10, 15 ans de parcours différents avant d'arriver à avoir potentiellement un diagnostic et autres. Et vraiment, j'insiste, pour dire, allez voir votre médecin quand ça va bien. Alors, ça paraît fou quand on dit ça, mais tout à l'heure, en intro, tu disais, je crois que sur un autre podcast, quelqu'un qui disait quand vous arrivez chez le médecin, c'est déjà trop tard. Oui, c'est déjà trop tard. Ce qu'on appelle le recours tardif ou le non-recours à la santé, vraiment, il crée des dégâts. Donc, l'errance médicale, il faut vraiment essayer de raccourcir le parcours de soins le plus tôt possible, aller voir les professionnels de santé, aller vraiment lire, essayer de comprendre des choses par soi-même pour essayer de vraiment limiter la casse de ce qui peut arriver, parce que ça crée vraiment des dégâts pour soi-même et pour la famille de manière générale. Donc j'insiste sur ça, c'est aller voir le médecin même quand ça va bien. Au-delà de ça, ce tabou, du coup, comment on le brise? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Moi, je dirais en parler. Déjà, dans un premier temps, ce qu'on fait là, vraiment en parler. Et aussi, peut-être aussi en parler avec les parents. Parce que je pense à cette jeune patiente qui est malheureusement atteinte d'un trouble bipolaire, qui avait beaucoup de mal à en parler à sa maman. Et vous connaissez les familles africaines comme les nôtres, où on va vous amener voir un marabout, un raki ou ce genre de choses. C'est pas forcément un psychologue ou un médecin ou un psychiatre, qui a amené sa maman en thérapie, qui a amené à sa maman lors d'une séance pour pouvoir lui parler de tout ça, pour pouvoir lui parler de tout ce que ça lui fait, pour pouvoir lui parler aussi de la bipolarité. Alors, ce que j'ai aimé chez cette maman, c'est qu'effectivement, pour elle, bipolarité, c'est des maladies de blancs, des autres. Nous, il n'y a pas de ça chez nous, mais elle a quand même fait l'effort de venir, parce qu'elle voulait entendre et écouter vraiment ce que sa fille avait à dire. Et même aujourd'hui, elle le dit, elle ne comprend pas tout ça, mais bon, comme ça semble important pour sa fille, elle est là. Donc moi, je pense en parler un maximum, en parler avec ses parents, sensibiliser un maximum, c'est aussi ce qui permettra de lever justement ce tabou. Et aussi, nous, professionnels, parler de nous, de notre santé mentale à nous, parce que souvent, ils vont nous prendre comme... ils pensent souvent que nous, on n'a pas de problème, on n'a pas de problème au niveau de notre santé mentale, etc. Et bien leur dire que si, peut-être que nous aussi, on a traversé, je sais pas, une dépression, un burn-out, libérer sa parole. Et nous aussi, les professionnels, arrêter d'être cette armoire dure, sans émotion, antipathique. Non, on a des émotions, on a aussi une histoire, on a aussi un vécu, on est aussi passé par là, et on en parle pour qu'ils puissent aussi s'identifier et se dire, non, c'est pas que moi. Si elle aussi, elle l'a traversé alors qu'elle est psy, c'est qu'on peut le surmonter. Et moi, je pense que vraiment, la parole, la communication, parler, ça permet beaucoup de choses. Mamadou, pareil, ça passe par la parole. Est-ce que c'est un travail aussi que toi, tu essayes de faire en tant que professeur? Et est-ce qu'il n'est pas compliqué le tien, d'autant plus que toi, tu es remplaçant, donc il se peut que tu aies des élèves une seule journée. Oui. Est-ce que ça ne le rend pas plus compliqué? Plus compliqué, je ne sais pas. Différent, en tout cas, c'est certain. Mais non, je n'aurais pas grand-chose à rajouter, si ce n'est le fait de normaliser par l'exemplarité. Et je trouve qu'à ce titre-là, moi, en étant enseignant, alors peu importe statut remplaçant ou pas, c'est le fait d'être avec des enfants me permet plus facilement d'être dans l'exemplarité. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire une activité ou météo des émotions ou que sais-je,
Les enfants participent, moi aussi je participe. Moi, j'ai le droit de dire comment je me sens aussi. Et c'est pas ça qui va faire que le rapport entre professionnels et patients, le rapport entre enseignants et élèves va être dégradé. C'est juste que je suis un être humain, je suis comme vous. Voilà. Et cette armoire dont tu parlais, elle a besoin justement d'être, je sais pas, soit ouverte, soit humanisée en tout cas, parce qu'effectivement, on est juste des êtres humains. Et autant je me nourris dans ma réflexion de ce que sont les élèves ou de l'état dans lequel ils sont à un instant T pour savoir comment est-ce qu'on va mener d'autres apprentissages plus tard ou comment est-ce qu'on va essayer de procéder tous ensemble, autant eux aussi en fait se nourrissent de ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un instant T dans nos vies, alors qu'on est tous passés par l'école, enfin tous ceux qui sont là en tout cas, on ne se souvient pas de tous nos enseignants. Mais généralement, on se souvient de ceux qui ont été les plus humains. Tu vois, au-delà des apprentissages. Ah, il m'a appris ça, tout ça, mais non. Les plus jeunes, généralement, on se souvient parce que ce prof ou cette prof-là, elle était différente, elle était mortelle. Et souvent, ce différent mortel, c'est parce qu'elle était plus humain. Il a laissé le truc juste, j'ai ma cape, je suis juste le prof, c'est vrai que je suis prof, mais je suis comme vous, en fait. Je suis comme vous. Moi aussi, des fois, je suis pas content, et vous le savez. Des fois, je suis très heureux, et vous le sentez aussi. Des fois, je suis triste, et je suis humain. Ça veut pas dire qu'on va pas faire ce qu'on a à faire. On va quand même continuer à travailler ensemble, mais je suis un être humain, comme vous. Donc oui, normaliser par l'exemplarité, moi j'ai envie de dire. C'est pas facile, mais c'est le chemin, je crois, le plus simple, parce que c'est à moindre coût. J'ai juste besoin d'être moi-même à un moment donné, donc c'est ma connaissance de moi-même vis-à-vis de ce que je veux bien laisser transparaître aux gens qui sont en face de moi. C'est pas forcément évident, mais je crois que c'est le plus simple. Abdelhaï, pareil, partage cet avis-là. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, souvent, on nous a appris à... en fait, parler, c'est être en fait, on nous a éduqués, entre guillemets, la société plutôt nous a éduqués à parler en disant si tu parles, c'est un aveu de faiblesse. Alors que je crois qu'aujourd'hui, s'exprimer, c'est aussi une force en soi qu'on doit aussi en prendre vraiment cet héritage qu'on doit transmettre à nos enfants, à nos générations qui arrivent. Peut-être je vais donner 2-3 détails personnels qui me viennent à l'esprit. Moi, j'étais sportif de haut niveau, donc à 23 ans, je me blesse. Et donc, du coup, à malléole. Et c'est vrai que aujourd'hui, avec le temps et le recul, c'est que quand je me suis blessé, ça a duré 1 an et demi où ça a été très dur pour moi. Et après, d'ailleurs, j'ai arrêté le sport. Avec le recul, aujourd'hui, je pense que j'étais en dépression. C'est juste que, tu vois, on n'avait pas les moyens financiers et autres de dire, attends, c'est une dépression, donc il faut aller voir un thérapeute, etc. Je te parle des années 2000 et quelques, tu vois. La deuxième qui m'a amené, et j'en parle, je fais un peu la pub, c'est un nouveau DU qu'on vient de lancer avec une avocate, Séverine, maître Séverine Millet, qui s'appelle Auditrice et auditeur d'enfants, qui est une nouvelle forme en fait de la manière dont on doit être à l'écoute lors des décisions juridiques et autres des enfants et des adolescents, parce que la parole de l'enfant doit être vraiment, vraiment prise en compte davantage. Aujourd'hui, on le voit avec tous les scandales qui se passent, d'agressions sexuelles et autres, ou des enfants dans des situations de divorce. C'est une catastrophe. Et donc, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait des professionnels compétents pour le sujet. D'ailleurs, le professeur Bobé à Vicenne, qui est un des psychiatres qui travaille beaucoup sur l'ethno-psy, est un de nos enseignants et qui est un des personnes engagées. D'ailleurs, on a lancé historiquement d'ailleurs cette année ce DU à Villetaneuse en 93, parce que pour nous c'était important d'ancrer sur le terrain et par le terrain. Et pourquoi en fait c'est une forme de thérapie pour moi ce DU, parce que j'en ai jamais parlé, si ce n'est peu, même je crois que jamais dans aucun podcast, mais très jeune, comme beaucoup de gens dans notre société n'en parlent pas, mais j'ai vécu des attouchements, donc ça a été quelque chose pour moi où jusqu'à l'âge de quasiment 16 ans, en fait, je faisais des énurésies, donc c'est ce qu'on appelle le pipi au lit jusqu'à 16 ans. Et en fait, beaucoup de gens pensent que le fait de faire pipi au lit, c'était juste un truc où parce que en fait, il se retient pas, mais parfois ça dit des choses sur les gens, ça dit des choses sur les individus, et c'est pour ça que je pense que c'est important que la parole doit être libérée pour dire et pour construire une génération qui ait cette force aussi d'être à l'écoute de la prochaine aussi, et autres. Et donc, voilà, je pense que c'est important de aussi avoir, nous, en tant que fils d'immigrés, cet engagement auprès de la société de manière large. Tu l'as dit tout à l'heure, moi, je rencontre des patients de tout type et il faut que
nous qui avons cette capacité multiple de voir et de comprendre les choses, le monde différemment, est une extrême grande force. Et ce que je dis aux enfants aujourd'hui d'immigrés, vous ne vous rendez pas compte de la richesse que vous avez entre les mains par rapport à d'autres. Parce que oui, vous pensez que la richesse, c'est matériel, c'est forcément d'avoir un patrimoine immobilier, une transmission immobilière, etc., etc. Mais le savoir culturel, le savoir spirituel, le savoir de la vie, c'est la clé en fait de demain. Et on le voit avec l'IA, il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur boulot, mais franchement, ceux qui ont un cerveau qui marche différemment des autres, ils vont probablement mieux s'en sortir que ceux qui ont un cerveau monotache et autres. Donc, vraiment, je vous en supplie de parler, de raconter, d'aller voir des professionnels de santé compétents, de faire. Et d'ailleurs, moi, je dis souvent même, d'être utile aux autres vous permet aussi de vraiment essayer de vous construire et ne pas être utile parce qu'en fait, vous allez être forcément psychologiquement atteint, parce que parfois, tu as aussi l'inverse, c'est que tu as des gens qui sont utiles parce qu'ils veulent faire des actions sociales, mais eux-mêmes vont pas bien. Tu peux pas aller voir quelqu'un qui va pas bien et lui dire je vais t'aider si toi-même tu as du mal à vivre correctement ta vie. Donc voilà, donc moi je suis complètement en phase avec ce que disent les amis ici présents. Bah, merci beaucoup en tout cas, c'est touchant et merci surtout de vous livrer comme ça aussi en profondeur. Ça montre que on fait une émission comme ça, mais c'est bien aussi que chacun d'entre nous puisse se livrer sur sa personne comme ça. Et merci à vous trois pour vos témoignages. On arrive au bout de l'épisode et je voudrais, avant qu'on termine, est-ce que chacun, comme j'avais fait lors de la précédente émission, est-ce que chacun peut donner un conseil pour nos éditeurs? Un conseil de comment aller bien, comment libérer la parole, un conseil. Il peut être long le conseil. Il peut durer 12 minutes. Waouh. Je sais pas si on peut dire un, mais en tout cas, je pense que c'est extrêmement important d'être dans la gratitude de soi-même, de faire en sorte déjà d'être dans la gratitude d'exister, la gratitude de pouvoir être en capacité d'écouter, de voir, d'entendre, là où beaucoup d'autres, à l'inverse, malheureusement, dans d'autres pays, ne peuvent pas le faire ou ne peuvent plus le faire. Et je crois que c'est important qu'on ait cette dimension empathique de soi-même et aussi de cet amour-propre de soi et de se respecter, parce que c'est ce qui permet, en fait, en tout cas pour ma part, d'avoir un tronc commun. Et ça ne veut pas dire qu'on est parfait et on ne sera jamais parfait. Mais et puis aussi, un conseil, c'est, je pense, savoir s'entourer de manière qualitative, humainement. C'est extrêmement important. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir 1000 copains, 1000 amis, 1000 relations. Moi, je pense que le peu fait beaucoup. C'est pas la quantité qui fait la qualité, mais la qualité qui fait vraiment l'impact. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour mes amis qui m'entourent aujourd'hui et qui me permettent aussi de prendre du recul. Parce que parfois, dans ce qu'on fait, on peut être dans une forme de pièce de théâtre. Et donc, il faut aussi sortir de cette pièce de théâtre et se dire, attends, quelle partition j'ai envie de jouer, comment je veux vivre ce temps. Et aussi, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais prendre du temps seul de temps en temps, ça peut être aussi, je pense, important pour soi. Et puis, je crois qu'on l'oublie beaucoup, mais pas hésiter pour ne pas regretter, de dire aux gens qu'on aime, de leur dire qu'on les aime, de leur être serviable, de leur être doux, calme et à l'écoute. Et moi, j'ai beaucoup de frustration parce que j'ai pas tout le temps de le faire. Mais aujourd'hui, j'ai quand même appris à gérer la frustration et essayer d'être, de pas toujours être en train dans cette course du résultat et d'être dans cette course de performance, parce qu'on est dans un monde de performance et il faut sortir de ça. Et fais ce que tu peux, le résultat t'appartient pas. Puis si un jour mes enfants voient ce podcast, leur dire que je les aime, que leur père il a toujours été présent pour eux. Enfin, c'est important, je pense, de garder on a l'opportunité d'être ici dans un podcast avec vous, de garder cette trace, de dire qu'on a toujours tout fait ce qu'on pouvait et on ne pourra pas faire tout ce qu'on veut, et c'est comme ça.
Et donc, à vous de faire le job. Et puis, allez consulter. Vraiment, allez consulter, allez voir des gens, allez voir des professionnels de santé. Même juste un bilan sanguin, un check-up une fois par an pour vous essayer de comprendre ce qui se passe dans votre corps et aussi dans votre cerveau au titre d'aller voir des professionnels de santé compétents. C'est important. C'est pour ça que je disais tout à l'heure l'utilité publique. Je pense que pour moi, normalement, les psychologues, c'est des gens qui doivent être remboursés par la sécurité sociale, tout comme un infirmier quand il vient faire des soins au domicile ou comme un médecin qui prescrit. Parce que on a de plus en plus de gens qui vont pas bien et donc il faut qu'on ait aujourd'hui des gens formés, des gens compétents, qui soient à l'écoute et qui soient en capacité d'accompagner tout ce beau monde. Ok. Mohamedou, un conseil. Ouais, depuis tout à l'heure, je réfléchis. Et tout. Je vais. Il tient en une phrase en fait, mais après je vais l'expliciter. C'est dire je t'aime et vivre avec. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, encore une fois, je rebondis sur ce qu'on s'est dit depuis 1 heure et demie. Je ne sais pas combien de temps ça a duré là, mais par rapport au caractère taiseux de certains de nos anciens et le fait qu'on en soit aussi les héritiers, hein, malgré nous, le fait de dire je t'aime, c'est pas quelque chose d'automatique. Parfois, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Que ce soit dans nos langues respectives, ou parfois on n'a même pas les mots, ou lorsqu'on parle d'autres langues, et peut-être même en français en fait, en réalité. Donc dire je t'aime, c'est déjà quelque chose de difficile. Mais vivre avec, ça veut dire qu'à partir du moment où on a accepté qu'on aimait des personnes, peu importe le type d'amour qu'on projette en fait, bah, c'est comme si on donnait la clé à ces personnes-là d'entrer d'une part dans nos cœurs, mais de nous faire du bien, c'est sûr et certain, mais aussi de nous faire du mal, parfois. Mais c'est un mal qui est relatif. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les personnes dont les critiques nous touchent le plus sont souvent des personnes auxquelles on est attaché. Voilà. Moi, j'ai des enfants et ça me fait, alors que j'ai cette espèce de vie parallèle sur les réseaux, ça me fait beaucoup plus de mal lorsque l'un de mes enfants va me dire qu'il est en colère contre moi, par exemple, que lorsque quelqu'un va m'insulter sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que cet enfant, c'est la chair de ma chair, mais cet enfant, je l'aime. Et j'ai choisi de l'aimer. Et je lui dis. Et du coup, lorsqu'il me renvoie cette image-là, bah, ça me fait du mal. Être capable de vivre avec, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que les personnes qu'on a choisies, on part du principe que généralement, elles veulent notre bien. Et que lorsqu'elles nous font des remarques, qui parfois sont des critiques, même lorsqu'elles ne sont pas positives sur le moment, mais qu'elles se veulent constructives, bah, il faut être capable de le prendre et ensuite d'essayer de construire quelque chose avec. Ça, je dis, mon conseil à moi, c'est dire je t'aime et vivre avec. Vivre avec le résultat, parce que le résultat, généralement, c'est quelque chose qui peut nous aider à avancer. Voilà. Et j'espère que c'est clair. Mais Très ouais. clair. Très clair, professeur. Ah, super, alors. Clair et limpide. Dis-moi. Bon, l'essentiel a été dit. Mais c'est vrai que je vais donner un conseil que j'aime aussi beaucoup donner à mes patients. C'est vraiment... Mais ce conseil, je comprends, on peut l'entendre autrement, mais c'est choisissez d'être positif. Vraiment, et je trouve que c'est hyper important. Vous voyez, on est tous ici présents sur ce plateau, on raconte notre passé, ce qui nous a constitué et ce qui a fait de nous les personnes qu'on est aujourd'hui. Et on choisit comme ça des petits bouts de nos histoires et on les met en avant et on dit voilà ce que j'en ai fait, voilà ce que j'en ai tiré de positif. Et c'est cette capacité-là qui vous permet d'avancer et de faire quelque chose de votre vie, de votre histoire. On a tous des traumas, on a tous vécu des choses plus ou moins difficiles, mais j'ai envie de dire, celui qui s'en sortira, c'est celui qui réussit à être positif. Et comment on est positif? Comment on travaille? Parce que c'est facile de le dire, mais comment on travaille cette positivité? C'est en travaillant, comme il l'a dit Abdelali et Mohamedou, la gratitude. C'est en travaillant aussi sa perception du monde, ses croyances, ses pensées limitantes, tous les jours, au quotidien, les remettre en cause et les remettre en question. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Est-ce qu'il y avait une autre interprétation possible à ça? Est-ce que je peux le voir autrement? Voilà, on peut dire parfois on a eu des parents durs. Ouais, ok, mais est-ce que je peux en tirer du positif aussi de ça? Ça m'a permis, je sais pas moi, d'être assez rigoureuse, d'être travailleur. Voilà, vraiment d'en tirer le positif. Et on parlait aussi des systèmes familiales, les aînés qui ont aussi été beaucoup parentifiés. Il y en a qui en souffrent aujourd'hui. Mais essayer d'en tirer le positif, ça vous a permis de quoi? D'être hyper rigoureuse dans votre travail, d'être indépendante, d'être des mères de famille qui peuvent gérer beaucoup de choses. Voilà, donc vraiment, choisissez le positif dans tout ce qui s'est passé dans votre histoire, dans tout ce qui a pu être difficile à digérer. Je trouve que c'est hyper important et ça se travaille tous les jours au quotidien. C'est une graine que l'on plante aujourd'hui et que l'on arrose tous les jours.
Merci beaucoup pour ces mots. Merci à vous trois d'avoir été là. Merci à Inouma qui répond. Je t'en prie. Je vais faire une digression parce qu'elle m'a donné l'opportunité Ouais, à travers la notion de positivité. Merci de le partager comme ça. Et je crois qu'en complément de la positivité, c'est... tu vois, pendant très longtemps, je me suis toujours dit mais pourquoi mes parents ne m'ont pas protégé quand j'étais plus jeune vis-à-vis des attouchements. C'est-à-dire que je me suis dit, est-ce que je dois leur en vouloir ou pas ? Et en fait, parfois, c'est des éléments extérieurs dont personne n'a la maîtrise, qui impactent la personne et l'individu. Et en fait, ce que j'ai décidé, à un moment où j'ai compris les choses, c'est d'être dans cette notion de pardon. Je dis aux gens, pardonner, en fait, ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire il faut cautionner, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est essayer d'être dans le pardon, parce que quand vous serez dans ce pardon-là, vous allez pouvoir vraiment vous construire et vous reconstruire et avoir cette notion vraiment de positivité et d'être vraiment la main tendue quand il faut à d'autres et puis faire en sorte que d'autres puissent le faire. Et donc la positivité, c'est hyper important. Et dernier point, je pense qu'il faut faire le bilan de son jour à chaque fois. Quand tu rentres le soir, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait de bien ? Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien ? Avoir cette notion de pardon avec soi-même, parce que nous-mêmes, en tant qu'être humain, on a aussi cette ingratitude des choses. On mange, on respire, on pense que c'est hyper normal, en fait, c'est comme ça. Mais en vrai, c'est pas si normal que ça. Et donc, il faut être dans cette notion de vraiment de se poser et de se dire, attends, le bilan, c'est quoi aujourd'hui ? C'est pas simple, parce que tous les jours, arriver à faire le bilan de sa vie, c'est très dur. Mais voilà, tu essaies de le faire. En tout cas, merci d'avoir ajouté cette notion de positivité et d'avoir dit vivre avec l'amour. Parce que, en tout cas, je pense que c'est important aujourd'hui. Et c'est ce qui nous reste. Donc il faut préserver ce patrimoine. C'est noté. Positivité, dire je t'aime, vivre avec et pardonner. Merci encore une fois, Inouma qui répond présente à chaque fois, qui est d'ailleurs dans notre documentaire Santé mentale des vies en jeu en système absent, qui est disponible sur YouTube depuis la mi-juillet, que je vous invite à la regarder, où on enquête sur les failles du système français autour de la santé mentale, qui est, on le rappelle, grande cause nationale. Merci encore une fois à Mohamedou, pareil, qui répond toujours présent, que vous pouvez retrouver dans l'épisode numéro 1, Santé mentale et culture, briser le tabou, qui a bien marché, d'ailleurs, que je vous invite aussi à aller voir, qui fait suite avec celui-là. Et merci beaucoup, Abdelali, première fois, mais j'espère pas la dernière, qu'on se croise sur un plateau. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On a parlé aujourd'hui de silence, celui de nos parents qui n'avaient pas les mots, pas le temps, pas toujours le droit de plancher. De ce silence-là, on en a hérité, souvent sans même s'en rendre compte. Mais ce qu'on vient de faire là pendant 1h30, c'est exactement l'inverse. On a parlé sans filtre, sans honte. Merci à vous pour vos témoignages. Et je crois que c'est ça le vrai message de cet épisode. Ce tabou ne se brise pas d'un coup dans un grand discours, il se brise dans une classe, quand un prof pose la bonne question, dans un cabinet, quand quelqu'un ose enfin dire ce qu'il porte depuis toujours, dans un quartier, quand une association va chercher les gens plutôt que d'attendre qu'ils viennent, et parfois tout simplement autour d'une table, en famille, un dimanche soir, on espère, devant cette émission. Alors si vous n'avez qu'une chose à retenir de cet épisode, c'est parler, c'est pas une faiblesse, c'est peut-être même pour beaucoup d'entre nous le premier acte de courage. Merci de nous avoir suivis encore une fois. J'en profite pour remercier les investisseurs de TAT qui permettent que cette émission existe. Merci beaucoup à Maudit, assistant éditorial de TAT, bras droit, qui nous a permis de réaliser cette émission. Maudit qui est sur tous les fronts. Merci encore une fois à lui. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et prenez soin de vous et surtout parlez. Et merci à toi. Merci à toi. Merci.